on a l'impression que la collection, le goût de collectionner commence d'un pas public et seulement à la fin de ce processus devient quelque chose qui n'est pas totalement privé. C'est-à-dire la Galeria des Uffizi qui est ouverte au public au 1583, donc au moment où on vient de terminer le bâtiment. Et nous vous parlerons de deux endroits qui sont très différents, sont très proches mais très différents. Ce sont deux places. L'une, c'est la place, le parvis, qui se trouve entre la façade de la cathédrale et le baptistère de Florence, et qui est une place, on peut dire, coulante, parce que pour la voir, pour la visiter, il faut marcher, c'est péripathique, et il n'y a pas un point de vue seule de perspective qui permet de la voir tout ensemble. La deuxième, qui vient après, qui est d'une certaine façon sa compétitrice, c'est la place de Palazzo Vecchio dont vous parlera Francesca Fumis. Deux colonnes. Alors, je vais commencer de la collection qui va s'accumuler dans la première place, la place qui est formée de plusieurs places, de plusieurs endroits, et qui demande de marcher pour la connaître et pour la voir. Deux colonnes de porphyre fissurées et consolidées par des cerclages de fer sont encastrées dans la façade du baptistère de Saint-Jean à Florence, qui s'élève en face de la cathédrale de Sainte Reparata. C'était le nom qui avait avant de devenir Santa Maria del Fiore. Elle s'insinue dans la perfection figurative d'un des monuments les plus anciens et les plus admirés de Florence. Les deux moignons de porphyre sont exhibés avec orgueil, un point focal de la cité médiévale qui, selon la chronique de Giovanni Villani, représentait la première bergerie et lo stazzo. Lo stazzo, c'est quelque chose un clos, cloîture pour les animaux, de Florence remise à neuf. Le parvis commun à la cathédrale et au baptistère de Saint-Jean, qui jouissait du statut de basilique mineure, accueillait en particulier durant les jours des fêtes, les citoyens qui s'y sentaient convoqués par le devoir de la messe dominicale. C'est dans le cadre de cette place consacrée que les rites sociaux étaient célébrés. Baptême, mariage, funérailles, réconciliation entre les diverses factions, ainsi que les cérémonies civiles et collectives. Donc c'est une place qui a une proximité très étroite avec des monuments, des bâtiments sacrés, mais c'est une place qui a une utilisation, une fonction éminemment séculaire, civile, laïque. À proximité du baptistère se dressait le palais épiscopal qui était doté de logiate, c'est-à-dire des loges, sur lesquelles se réunissaient les légats impériaux. Et sur la façade, on avait des peintures, des étapes majeures. Donc, encore une fois, on voit que la connotation n'est pas religieuse. En conséquence, l'endroit était un des points névralgiques de la vie citadine, ce qui constitue une des raisons majeures de l'ostentation des colonnes de porphyre. Celle-ci matérialise le souvenir d'une action politique autant que militaire, à savoir la protection généreuse que Florence offrit à la ville de Pise, restée sans défense à la suite de l'expédition navale entreprise dans les années 1114-1117 contre les Maures, qui, depuis les îles Baléares, lançaient l'assaut aux navires chrétiens, c'est-à-dire aux navires pisans, et terrorisaient les populations chrétiennes des côtes pyrénéennes, s'emparant des hommes et des biens.
La ville de Lucques, profitant de la vulnérabilité de la cité voisine qui, comme souvent en Italie, lui est ennemie, projeta une expansion territoriale aux dépenses de Pise. Mais ces mires expansionnistes furent déjoués par les Florentins dont l'aide avait été requise par les Pisans. Ceux-ci, qui avaient remporté une victoire aux Baléares après 2 ans de siège, dédommagèrent les Florentins en leur offrant une partie du bottin, comprenant les 2 colonnes de Porphyre qui avaient été préférées par les Florentins à certains ports de fer proposés en alternative. Les colonnes furent placées à l'endroit plus fréquenté et important de la ville, mais ensuite elles furent endommagées par l'alluvion du 1424, qui les fit tomber par terre. Elles furent donc recomposées à l'aide des clous et des cerclages de fer et enfin insérées dans les coins, comme vous voyez, entre le coin de l'éperon latéraux de la façade orientale du baptistère afin de le préserver des chutes ultérieures. On se demande quelle est la raison d'une telle importance accordée à 2 simples colonnes aniconiques, si vous voulez. Ils sont aussi ébréchés, donc, et au point de les préférer à des ports de métal et de les exposer dans les lieux les plus fréquentés et significatifs de la cité médiévale. Alors, une première raison se réfère aux matériaux dont elles sont constituées. Le porphyre est un des marbles les plus durs, les plus résistants au travail, de couleur rouge. Il est extrait des monts de l'Égypte orientale et fut massivement importé à Rome dans le règne de l'empereur Ottaviano Augusto, quand l'Égypte devient une province personnelle de l'empereur. La dureté, la couleur et la rareté relative de la pierre lui firent attribuer une valeur symbolique exceptionnelle. Le porphyre en devint le lapis impérial par antonomase. Dans le monde byzantin, la naissance et la mort sont liées à ces pierres. La naissance de l'héritier impérial, appelé celui qui est né dans le porphyrogenito, avait lieu dans une pièce au mur entièrement recouverte de porphyre. La densité symbolique de porphyre se propagea dans le monde chrétien. La couleur rouge continua à évoquer le sang de la victoire, auquel s'ajouta celui surnaturel du sacrifice du Christ. Les rottes des porphyres dans le pavement des palais impériaux, comme ceux des basiliques chrétiennes, indiquent le parcours cérémonial qui conduit au souverain, au pontife ou à l'autel. Vasari, dans ses vies des artistes, attribue l'invention de la technique sculpturale du porphyre au duc comme premier de Médicis pour en mettre en valeur l'excellence surhumaine de son seigneur. La même découverte d'une eau qui tempère le fer, le rendant plus dur que le porphyre, est attribuée par Baldinucci à Francesco Ferrucci del Tadda, sculpteur à qui le même comme premier commanda la statue de la justice, également en porphyre, qui sera hissée sur une colonne originaire des termes de Caracalla, élevée sur la place de la Santa Trinita à Florence. Il y a aussi une dernière raison qui est liée à la mémoire collective, qui renforce l'identité citadine et cimente l'essence de l'appartenance commune. La présence des 2 colonnes entre le baptistère et le parvis apparaît incongrue. Et pourtant, c'est justement cet aspect qui les fait remarquer et suscite la curiosité et le regard d'interrogateur qui constitue le préambule de la connaissance. Les Florentins, en apprenant l'histoire du don des Pisans,
font la connaissance de leur propre histoire référée en termes le jeu comme une histoire de loyauté, de générosité politique ainsi que de puissance militaire. Un tel récit, associé de façon intime la mémoire de la valeur de la petite République de Florence à celle plus précieuse des pierres qui sont l'attribut exclusif des empereurs et des pontifes. La gloire millénaire de Porphyre se projette sur l'histoire encore jeune de la petite République et de ses citoyens. Chaque fois que les Florentins ou des étrangers traversent le parvis, les deux colonnes incongrues capturent leur attention et parlent en silence de la vertu florentine, gage fatal d'un futur noble et munificent. En définitive, les deux colonnes sont exposées tout comme les œuvres d'art sont exposées dans les musées pour susciter le souvenir, exciter la connaissance, stimuler l'âme et la pensée du spectateur, exerçant leur fascination par la beauté, l'exotisme et la rareté. Le parvis florentin, à l'époque des faits ici racontés, était étriqué et sans pavement. Le voilà. Le pavage et le rehaussement du sol remontent à 1299. Serré entre l'hôpital de Saint-Jean-Baptiste, démoli par la suite, et des masures qui seront acquises et abattues première moitié du 1300, au moment de la construction 1334-1359 du campanile et du clocher de Giotto. Commencé par Giotto, réalisé par Andrea Pisano et terminé par Francesco Talenti, le clocher peut être considéré comme un élément d'exposition statuaire. Dans la partie plus proche de l'œil, la décoration sculpturale comporte 56 reliefs disposés en deux registres superposés, insérés dans les niches au-dessus des reliefs des œuvres des grands maîtres florentins du XIVe et XVe siècle, dont Andrea Pisano, Donatella et Luca della Robbia, comprend 16 statues grandeur nature représentant les patriarches, les prophètes, les rois. Mystère et le parvis au registre antérieur figurent la création de l'homme, de la femme, les premiers labeurs humains et les fondateurs bibliques de diverses activités créatives humaines, élevage de moutons, musique, métallurgie, viticulture. Je souligne que jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien du Nouveau Testament, c'est-à-dire on prend de la Bible et de l'histoire mythologique ou romaine comme les Sibylles, mais les représentations regardent d'une façon presque exclusive la vie civile, les métiers, les arts. Les arts qu'à Florence, c'était les institutions qui gouvernaient la ville. Donc, il faut souligner aussi que ceux qui payaient ces œuvres, jusqu'à ce moment, c'est la communauté. Ce n'est pas l'Église qui n'a presque pas de droit, sinon le droit d'utilisation sur cet espace. Sur les autres, au registre supérieur, les 7 planètes, et sur les autres façades sont illustrées l'astrologie, la construction, etc. Les arts libéraux du trivium et des quadrivium. Le parvis est désormais devenu à juste titre un musée à ciel ouvert, disponible à chaque instant du jour et de la nuit pour les citadins et les étrangers qui se montraient stupéfaits de cette généreuse manifestation de beauté. La légende raconte que Charles V, au moment où il a vu ces clochers, le campanile di Giotto,
a recommandé aux Florentins de le couvrir. Il est trop beau pour être vu normalement. Il faut le tenir couvert et seulement en certaines dates de l'année l'ouvrir pour stupéfier le monde. Bon, sur chacun il y a des légendes. Au XVIe siècle, les artistes, comme des autres bonariens, se réunissaient sur les marches à marbre de la cathédrale, se déployant sur les parvis en direction du baptistère pour bavarder et discuter, comme le raconte d'une manière si vive Giovan Francesco Doni dans les dialogues des marbres, une œuvre littéraire dont le titre renvoie aux marches de marbre de la cathédrale utilisées comme des sièges conviviaux. Autour du baptistère, il y avait des arches funéraires en marbre, aussi des familles de la noblesse florentine, qui furent démantelées, mais qui, à un premier moment, faisaient part de ces musées. Elles aussi racontaient, témoignaient l'histoire, une partie importante de l'histoire civile de Florence. Elles furent démantelées pour faciliter la fonction ostensive et célébrative centrée sur la perfection stéréométrique du baptistère. Le caractère de mémorial et de musée du parvis, lieu dédié au plus haut exercice collectif de la vie civile, mais aussi de la dévotion communautaire, où les temps des seigneurs s'intègrent au temps quotidien de l'humain, du marchand, ainsi que l'attestent les sculptures du campanile, seront renforcées in un crescendo artistique dont l'écho résonne encore aujourd'hui. En cessant l'inclusion des trois portes de bronze du baptistère qui requis plus d'un siècle, du 1330 au 1452, fut décisive. Et je remarque que à cette époque, le Nouveau Testament entre dans l'exposition, le musée ciel ouvert du Paris. Et c'est au même moment où on commence à bâtir l'autre musée à l'ouvert, c'est-à-dire la place de la Signoria, qui a une signature fortement et seulement civile. Rien de la religion même de l'Ancien Testament sera mis, sauf un épisode dont nous parlera Francesca, c'est-à-dire la statue de Giuditta, qui aura un destin pas du tout heureux. C'est-à-dire le peuple pensait que Giuditta portait Iella, c'est-à-dire c'était très malveux pour la ville parce qu'au même temps où on mettait la Giuditta devant le palais, la ville de Pise se rébellait à Florence. Et donc, et une femme qui coupe la tête d'un homme n'était pas une chose qui allait très bien. La porte la plus antique est celle d'Andrea Pisano, qui se trouve aujourd'hui au sud. Vous connaissez sûrement très bien l'histoire des trois ports. Elle illustre en 28 panneaux à compas gothique inscrits dans un carré la vie de Jean-Baptiste. Donc, on est parfaitement à l'intérieur de l'histoire religieuse. Les portes de Lorenzo Ghiberti, la porte aujourd'hui à nord représente la vie et la passion de Christ, en 20 panneaux toujours quadrilobés. Et la porte est, toujours de Lorenzo Ghiberti, la porte du paradis, comme Michelangelo l'appelait, se trouve en face de la cathédrale. Et elle change complètement. On abandonne le compas gothique, la division des compartiments est d'une géométrie très simple, du carré, donc change, on laisse le Moyen-Âge aux épaules. Et en bronze doré sont illustrées, encore une fois, les scènes topiques de l'Ancien Testament.
La caractérisation délibérément persuasive, édifiante et en dernière analyse expositive du parvis florentin trouve une confirmation ultérieure dans l'alternance topographique des portes. Tous les trois portes sont mises, celle de Andrea Pisano, celle la première de Ghiberti, en premier sont mis devant la façade de la cathédrale. Mais au moment où arrive la deuxième porte, qui semble plus moderne, plus belle, plus riche, on déplace la vieille et on met sur la place d'honneur, c'est-à-dire devant la cathédrale, la nouvelle. Et ça arrive jusqu'à la troisième qui est restée là. Mais à ce moment, l'histoire, disons, civile du parvis est terminée. Au XVe siècle, l'histoire civile de la ville s'est déplacée d'une autre, pas loin de là, absolument, mais vraiment dans un autre endroit. Et donc, à ce moment, voilà, on va continuer avec des figures qui sont insérées sur les ports d'une grandeur plus que naturelle et qui racontent comme dans une drame sacré des moments fondamentaux de l'histoire de Baptiste, de Christ, etc. Ce système ne reste détaché du reste de la ville. Au contraire, il y a une sorte de lien physique, la rue des Calzaioli. Et je veux noter aussi qu'on a débuté avec 2 colonnes ébréchées, cerclées de fer, c'est-à-dire des éléments tout à fait aniconiques, et on arrive au drame, au théâtre en pierre, théâtre sacré, en pleine raison, fortement figurative. Aujourd'hui, tous les acteurs de ce théâtre, sauf les colonnes, ont été déplacés dans un très très beau musée qui vient d'être inauguré il y a 2 ou 3 ans, qui est fait par Adolfo Natalini et ses associés, et qui cherche à restituer le sens d'une place un peu coulante, d'une place qu'il faut marcher pour l'apprécier, et bien sûr qui n'est plus au ciel ouvert. La via del Calzaioli, c'est le lien qui tient ensemble l'ancien centre civique au nouveau, et plus ou moins à moitié, il y a un autre élément qui continue le même discours du musée à l'ouvert, c'est-à-dire le grenier de San Michele, de l'orto di San Michele, c'est-à-dire du verger de San Michele, qui est devenu l'église, qui s'appelle l'église Or San Michele. Sur les façades, il y a des niches qui accueillent des figures de saintes qui sont les saints protecteurs, encore une fois, des corporations des arts florentins. Donc, encore une fois, une église qui est née comme un bâtiment civil, le grenier de la ville, et le marché au rez-de-chaussée, qui est devenu une église et qui maintient les 2 faces. Et ça, c'est typique de Florence d'avoir une force des institutions civiles qui tient en sous-gestion, si je peux dire, les institutions religieuses. Et ça, c'est curieux parce que, comme on sait bien, Firenze era Guelfa, mais l'être Guelfa n'avait pas une raison
strictement idéologique, mais plutôt stratégique. Le pape n'avait pas son armée, tandis que l'empereur avait une armée. Donc c'était plus prudent d'être avec le pape, et là où on pouvait payer pour être laissé libre et en paix. Et de là, voilà, c'est bien connu, je ne pense pas d'autres mots. Et voilà, ce dessin qui est de Marvin Trachtenberg, c'est son livre qui donne du 87, donne une lecture générale de Florence du Moyen-Âge comme une sorte de machine pour le regard. Et en effet, cette place est une place conçue d'une façon fortement perspective, aussi si la perspective n'était pas encore régolamentée, mise en règle par Brunelleschi, mais il n'y a pas de doute qu'au moment où vous débouchez de via Calzaioli, vous trouvez un coup d'œil qui voit toute la place, et la vue d'angle donne une monumentalité, une force persuasive, disons, à ces bâtiments qui représentent la République, que la façade n'aurait absolument pas, mais qui est déplacée plutôt vers l'extérieur, pour donner encore plus de monumentalité, de force à la masse de pierres, de monuments de la petite République. Et ce n'est pas par hasard que Caillot, la grande perspective des graveurs, prend son point de vue de la place exactement du point que nous avons vu, c'est-à-dire exactement où la rue des Calzaioli arrive à Piazza dei Priori. Merci pour l'attention et je donne la parole